Bienvenue sur les apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture et lecture du Trône de Fer, A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 19, soit le troisième chapitre de Jon. Donc vas-y Guillaume, je te laisse commencer le résumé de ce chapitre. D'accord. Alors, donc comme on l'a dit, on retrouve Jon, qui est enfin arrivé à la garde de nuit, et donc en plein entraînement avec ses frères d'armes. Et on voit que Jon est clairement plus expérimenté que ses camarades et qu'il compte bien le prouver. Et malgré ses prouesses à l'entraînement, donc le maître d'armes de Château Noir, Ser Alliser Thorne, n'est nullement impressionné et semble pas apprécier Jon. Et à vrai dire, il semble pas apprécier grand monde. Et Jon, là, il réalise qu'il se sent bien seul au sein de la garde, parce que même son oncle Benjen ne la porte pas avec lui, parce que Benjen est parti en mission à la recherche de Ser Waymar Royce, qui, on le rappelle, faisait partie de l'expédition du prologue, du prélude, excuse-moi. Et donc, alors que Jon se remet de sa session d'entraînement, il est pris à part par ses camarades qui sont bien décidés et déterminés à le faire payer pour toutes les humiliations qu'il leur fait subir à l'entraînement. Et donc c'est Donal Noy, le forgeron, qui va intervenir et qui en profitera aussi pour faire la leçon à Jon en lui apprenant à traiter ses camarades avec un peu plus d'égard. Donc s'ensuit une petite discussion avec Tyrion rapidement, mais le plus important c'est que Jon va être convoqué par Lord Mormont, donc qui est le commandant de la garde de nuit, et qui va le convoquer pour lui apporter la nouvelle qu'il a reçue depuis Winterfell, que Bran est en vie, bien que paralysé. Ok. C'est vrai que ton résumé il était assez long, mais c'est parce qu'en fait le chapitre il est assez éparpillé entre plein d'actions, donc c'est normal. C'est ça. Alors sur le chapitre, premièrement, je tiens à dire que c'est là que tu sens, en tout cas pour moi c'est la première fois que tu sens l'importance des point of view. C'est-à-dire que on voit qu'on est éparpillé vraiment aux quatre coins des 7 couronnes. Donc c'est-à-dire que chaque personnage, en tout cas là, t'as Jon qui est à la garde de nuit qui va découvrir le monde de la garde de nuit. Bon, t'as Catelyn et Ned qui sont là-bas à Port-Réal, t'as Bran qui est encore à Winterfell, bon, t'as Tyrion qui est aussi à la garde de nuit, mais tu sens que les personnages et tout, ils vont un peu s'éparpiller et découvrir du monde un peu partout, quoi. Ouais, on avait l'impression que Daenerys c'était vraiment l'exception. Daenerys aussi, ouais. On avait l'impression que c'était l'exception, mais en fait non, là maintenant tout le monde est un peu dans son coin. C'est ça, ouais. Et du coup, tu te rends compte que il y a vraiment encore plus de personnages à assimiler. Tu sais qu'il y en avait pas mal avec les appendices qu'il faut connaître pour connaître la globalité du lore des 7 couronnes. Mais alors là, voilà, on commence à rajouter des personnages par rapport aux characters, des différents points of view qui sont proches d'eux. Donc la scène d'ouverture de ce chapitre est un entraînement entre 2 membres de la garde de nuit, Jon et Grenn, surveillés tous 2 par Alliser Thorne, le maître d'armes de la garde de nuit. On remarque d'ailleurs que la condition de Jon n'a pas été oubliée, puisqu'on l'appelle encore le bâtard. Ouais. Non, c'est un de ses surnoms d'ailleurs. On l'appelle déjà. Premièrement, on l'appelle encore le bâtard. Lord Snow qui a l'air, en plus de l'énerver encore plus que le bâtard. Moi, perso, je préfère qu'on m'appelle Lord Snow que me faire appeler le bâtard. Ouais. Que me faire appeler le bâtard. Mais bon, on peut comprendre un petit peu que ça l'énerve, Lord Snow. Alors Jon atomise Grenn, vraiment, donc qui est son compagnon lors de son entraînement. Perfect. D'ailleurs, on surnomme Grenn le Roc. Donc une Roc, c'est une espèce de bovin qui a maintenant disparu, mais c'est une sorte de bison, quoi. Ouais, moi j'avoue, j'ai pas recherché et je me disais c'est quoi ce truc. Donc il s'attire la foudre de Grenn car il lui casse le poignet. Mais malgré cette victoire écrasante, il ne se fait pas complimenter non plus par Ser Alliser Thorne. Pire, il le nargue en l'appelant Lord Snow, que Jon détestait. Et malgré qu'il ait vaincu tous les adversaires proposés par Ser Alliser, Jon subit encore les railleries de sa part. Et derrière la phrase « J'ai gagné », non, c'est le Roc qui a perdu, elle m'a vraiment marqué, mais on y reviendra un peu plus tard. Jon est seul à la garde de nuit et ne se trouve pas d'amis ou d'adversaires à la hauteur. Plus il côtoyait les gens autour de lui, plus il les méprisait, disait-il.
Son oncle Ben ne s'occupait pas du tout de lui, en sa qualité de chef des patrouilleurs. De plus, il avait toujours froid entre les murs du Château Noir. Il ne faisait pas chaud comme à Winterfell. Donc on apprend qu'il y a un endroit s'appelle les patrouilleurs, mais bon, on savait déjà un peu par rapport au prélude. Donc il y avait des gens qui allaient au-delà du mur pour patrouiller, que ce soit. Mais généralement on nous a dit que c'était pour les sauvageons en fait dans le prélude. Ouais. Pour chasser les sauvageons de Mance Rider. Et donc du coup voilà, on sait qu'il est à Château Noir et on sait que avec la carte que Château Noir se trouve au centre du mur. Il se rend compte que Tyrion Lannister avait raison lorsqu'il l'avait prévenu de ce qu'il avait trouvé à la garde de nuit. On sait que Tyrion Lannister il a dit oui, tu attends de trouver des soldats, etc. Mais en fait, regarde avec qui Yoren vient, il vient avec 2 violeurs, quoi. Ouais. Jon avait même demandé à son oncle s'il pouvait l'accompagner lors de sa future expédition au-delà du mur. Benjen avait refusé net. Jon n'était pas encore un patrouilleur, ni même un membre de la garde de nuit à part entière. C'est un bleu. En fait, on comprend là qu'ils sont pas encore membres de la garde de nuit. Donc sûrement soit qu'il y a un test de passage, un rituel ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Donc et il fait bien comprendre que peu importe d'où tu viens, tu dois faire tes preuves. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Jon justement, il est parti à la garde de nuit pour cette même raison. Que voilà, il a un titre de bâtard, mais là-bas tout le monde s'en foutra. J'aurais juste à faire mes preuves, je sais que je suis chaud au combat et tout. Et au final, il est déçu. Il est déçu parce que malgré son titre, il peut pas être chouchouté par son oncle Benjen et tout. Et donc il y a cette ambivalence de je veux aller à un endroit où personne fera attention à mon nom, mais pas trop parce que quand même j'ai envie de patrouiller vite et tout. Il refuse un petit peu de passer par les mêmes stades que tout le monde, quoi. C'est ça. Benjen partit le lendemain au-delà du mur sans Jon. Alors, il devait se coltiner ses nouveaux frères de la garde de nuit, mais ses véritables sœurs et frères lui manquaient. Même Sansa. Et pour que Sansa lui manque... Fallait y aller, hein. Là, c'est qu'il doit se sentir vraiment seul. Il est interrompu pendant sa réflexion par Gren, qui lui rappelle soudain que Jon lui a cassé le poignet lors de l'entraînement. Gren est accompagné par 3 autres membres, Todder ou Crapaud, comme on le surnomme à cause de sa mocheté, et les 2 violeurs que Yoren, on le rappelle, a accompagnés au mur. Ils se mettent alors à 4 pour frapper Jon Snow jusqu'à ce que Donald Noyle, l'armurier de la garde de nuit, les interrompe. Ah, parce que t'as dit forgeron, en fait, dans ton résumé, c'est... C'est l'armurier? Ouais. Ouais. C'est pas... L'armurier s'occupe des armes, le forgeron, enfin, les forges, quoi, en fait, c'est ça le truc. Ouais. Mais bon, peut-être à la garde de nuit, l'effectif est tellement réduit que peut-être qu'il s'occupe des 2. Hein. Ouais, franchement, ça m'étonnerait pas qu'il fasse les 2. Bon, dans ma tête, il était forgeron, mais bon... Non, mais tranquille. C'est tranquille. Il demande alors à tous de partir, sauf Jon. Donc l'armurier réprimande alors Jon, car ce sont ses compagnons à la garde de nuit, ses futurs frères, et on avait besoin de tout le monde. Ce qui a enragé Jon, c'est qu'il a insinué que sa mère était une pute. Impossible. Lord Eddard Stark ne s'y abaisserait jamais. Jamais? Il avait bien mis au monde un bâtard. Et du coup, c'est vrai que nous, franchement, on a l'image d'Eddard. Enfin, il a l'air tellement noble, tellement... je sais pas... voilà, quoi. C'est quelqu'un qui a l'air fiable, qui a l'air... tu peux me donner des adjectifs, là, parce que je crois en manquer, mais... ça a l'air vraiment d'être, je dirais pas le suzerain parfait, mais presque, tu vois. Comme on disait, j'imagine trop en train de se faire chauffer par une meuf en pleine campagne et de la regarder et faire l'hiver vient. c'est genre le mec tout trop focus, quoi, trop focus. Mais c'est vrai que du coup, franchement, quand tu vois la vision de Jon, tu peux comprendre que ça paraît chelou. Parce qu'on dit oui, bah t'es un bâtard. Enfin, en fait, il a grandi avec Ned Stark toute sa vie, et de l'image qu'on a de lui, Ned Stark a l'air tellement loyal, humble, parfait, que ça paraît incompréhensible qu'il ait conçu un bâtard. Ouais. Et qu'en plus, il ne veut même pas dire l'identité de sa mère à Jon. Ouais. Et à tel point que même Robert se demande qui devait être cette fille pour faire oublier son propre honneur à Ned Stark. Peut-être à Shara Dane. Peut-être. c'est ce que Catelyn pense en tout cas. Bon, en tout cas, c'était la rumeur que Catelyn a entendue à Winterfell lors de ses premiers jours là-bas. Mais qu'en était-il vraiment? Jon était persuadé que ta mère n'en était pas une, mais en tout cas ce n'était pas important pour Donald Noyle,
une flambée de membres de la garde de nuit ont pour mère des filles de basse extraction et des filles qui peuvent être réellement des putes. Mais ici, ça ne compte pas. La preuve qu'un homme du nom de Cotter Pike commande actuellement Fort Levant. Donc c'est un peu ce qu'avait dit Ned quand on a pensé à envoyer Jon dans la garde de nuit, c'est-à-dire que là-bas il pouvait s'élever de même avec sa condition de bâtard. Donc là on a appris que des hommes de tout lieu, et de toute extraction pouvaient commander en tout cas la garde de nuit. Ouais. Donc effectivement, c'est comme Jon le pensait, peu importe d'où tu viens, tu peux accéder à des rangs, mais tu n'as pas de passe-droit. C'est ça. Tu n'as clairement pas de passe-droit. Sauf ça semblait Sir Waymar Royce, ça semblait ça oui. sentait un peu le passe-droit quand même hein. Alors parce qu'on a dit que en fait dans le prélude, Lord Mormont avait accepté d'envoyer Waymar Royce au-delà de la garde parce que c'était le fils enfin en tout cas, je sais plus si c'était le fils de en tout cas, il faisait partie de la famille Royce. Après, je sais plus si c'était le fils de l'intendant actuel des Royce qui se nomme Nestor Royce. Je crois que c'est l'un des fils. C'est l'un de ses fils, peut-être. Trop nombreux en fils ou un truc comme ça. Ouais, voilà. Un truc trop nombreux rejetons, t'as raison. On vérifiera. Mais oui, c'est vrai t'as l'impression qu'il y a quand même quelques passe-droits qui sont accordés, quoi. Mm. Après, le fait que peut-être que Benjen Stark soit, lui, le commandant des patrouilleurs, fait qu'il a pu demander à ce que Jon n'en ait pas, hein. Ouais, c'est possible. Ça se voit qu'il a un peu le profil pour faire ça, genre, c'est pas parce que c'est mon neveu adoré que je vais le ménager. Mmh. Ouais. Alors juste, je vérifie pour Royce. Non, c'est ça, je suis presque sûr. Alors, on vient de vérifier, en fait, il dit exactement dans le prélude que Waymar Royce est le dernier né d'une ancienne famille trop riche en rejetons. Après, on sait pas si c'est le fils de Nestor Royce, qui est l'actuel intendant du Val d'Arin. En tout cas, il fait partie de la famille, quoi. Ouais. C'est la dure réalité du mur, elle est ce qu'elle est, et il peut bien y faire froid, glacial même, mais c'est un engagement pour la vie. Celle de Jon ne faisait que commencer, alors que celle de Noyle avait déjà eu lieu. Alors du coup, tu peux rappeler un peu, juste en quelques mots, l'ancienne vie de Donald Noyle. Donc alors Donald Noyle, il était armurier à Accalmie, au service de Stannis Baratheon. Et il est dit qu'il a parcouru de long en large les 7 couronnes, qu'il a banqueté, qu'il a couru les bordels, qu'il a livré sans bataille. Et donc ce serait même lui qui aurait forgé la masse d'armes qu'a utilisé Robert pour abattre Rhaegar au trident. Mais un jour, il s'est pris un coup de hache et son bras a gangréné et tout ce qui lui restait à faire, c'était l'amputer. C'est ça. Et c'est après qu'il a décidé d'aller au mur et de laisser son ancienne vie derrière lui. Alors c'est pendant quel événement qu'il s'est fait que son bras était gangréné, s'il fait trancher le bras? Parce qu'on parle justement d'un siège d'Accalmie. Bah non, mais en fait, j'ai l'impression que c'était après le siège d'Accalmie. Ouais, en fait, j'ai du mal à comprendre parce que non, je crois qu'il a perdu son siège pendant. Attends, je vais vérifier. Vérifie. Ouais, qu'après la perte de son bras au siège d'Accalmie. Il en avait une, lui, n'ayant endossé la tenue noire qu'après la perte de son bras au siège d'Accalmie. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, j'ai eu un petit. Bon, alors t'inquiète, au pire, je reprends et puis je cite mon texte. Ouais, ok, vas-y. Donald Noyle forgé auparavant pour Stannis Baratheon, le frère du roi à Accalmie. Donc on rappelle que Stannis Baratheon, il fait partie du conseil restreint, c'est le plus vieux frère de Robert, enfin en tout cas c'est le plus vieux frère de Robert, qu'est-ce que je dis moi, et c'est le petit frère de Robert mais plus vieux que Renly, et donc c'est le maître des navires, il est actuellement à Père-Dragon. Et donc il était armurier au service de ce Stannis-là, et il a perdu son bras lors d'un siège qui a eu lieu à Accalmie. Donc Accalmie, on le rappelle, c'est la terre des Baratheons. Et donc, alors, une information, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un siège là-bas. Alors, est-ce que c'était avant que Robert aille conquérir le trône avant de buter Rhaegar Targaryen? Est-ce que c'était après, lorsqu'il était déjà roi? Ça, on n'en sait rien. Ou peut-être pendant. Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a eu un siège à l'Accalmie. Mais ce ne sont pas ses frères. Eux, non, le détestent parce que Jon est meilleur qu'eux. Et là, j'ai bien aimé la phrase que lui sort Donald Noyle, et je vais la citer parce qu'en fait, je pense qu'on peut pas parler avec de plus beaux mots qu'il a dit. Non, ils te détestent parce que tu te comportes comme si tu étais meilleur qu'eux.
sais-tu ce qu'il voit quand il te regarde? Un bâtard de château qui se prend pour un petit duc. Tu les couvres de honte, ça te rend fier. Et en fait, là, tu comprends... C'est vrai que, en fait, en ayant cette vision, en ayant cette phrase, forcément, depuis le début du chapitre, on se dit que Jon, forcément, bah lui, pourquoi il se gênerait, tu vois? C'est-à-dire que il fait tout bien, c'est un bon combattant, il est bon à l'entraînement, il veut partir à la garde, on sait que il a un bon cœur, que lui, ce qu'il veut, c'est vraiment prouver que sortir de sa condition de bâtard, quoi. Et en fait, il a beau en fait faire croire qu'il fait des prouesses à l'entraînement, mais en fait c'est absolument pas des prouesses que de taper sur des gens qui à la base étaient villageois ou je sais pas quoi. En fait, ça fait un peu écho à la phrase d'Alistair Storm, du coup, on a dit tout à l'heure. Non. T'as pas gagné, c'est lui qui a perdu. Voilà. Et c'est totalement ça. C'est-à-dire que, forcément, quand Jon, en fait, il va pas gagner. C'est-à-dire que, bien sûr, il gagne pas, puisqu'on sait pertinemment qu'il est meilleur qu'eux. On sait pertinemment que lui, il a eu un véritable maître d'armes. Lui, s'est entraîné dans la cour de Winterfell avec les meilleurs breteurs du Nord depuis tout petit. Donc forcément, il va gagner contre, comme tu l'as dit, des gens qui sont des villageois, qui sont des, je sais pas, des bouchers, des boulangers, n'importe. Et donc, il y a aucun honneur pour lui de gagner. Il y a aucun honneur pour lui d'infliger des blessures à ces gars-là. En revanche, pour eux, comment ils le prennent? C'est-à-dire que ils viennent à la garde de nuit déjà qui est une honte en soi, de venir à la garde de nuit, de passer ce deux. Parce qu'on, on sait que la plupart ne sont pas venus comme Jon et tout de bonne volonté, qu'ils ont été contraints à venir. Et on leur envoie quelqu'un qui est supposé être un bâtard, donc vraiment quelqu'un de bas, quoi. C'est ok, d'accord, il a grandi à Winterfell, mais c'est un bâtard. Ouais. C'est-à-dire qu'il a il a aucun pouvoir, il a aucune possession. Et donc ce bâtard se permet de dire qu'il est plus fort qu'eux et se permet de leur mettre une rouste. Donc forcément, à leurs yeux, ils sont encore plus humiliés. Ouais. C'est moi franchement quand j'ai lu ça et tout, je me suis remis en question mon point de vue, mais presque quoi. Je me suis dit ah ouais non mais j'avoue que Jon et tout, OK, on comprend et tout par ses pensées et tout qu'il veut pas de mal, que lui il cherche juste à se battre bien et à prouver. Mais en fait, il prouve rien. Ouais. Donc j'ai vraiment bien aimé le petit discours que lui a servi Donald Noyle, qui est fait par Tyrion dans la série. Ah oui, je m'en souviens plus ça. C'est Tyrion qui fait ça. Il apparaît pas de Noyle. En fait c'est ça. C'est que là on commence à voir que comme je viens de le dire au début de ce chapitre et tout, là l'univers s'expand. Chaque personnage du coup implique la découverte de très nombreux autres personnages et du coup forcément c'est bien. En fait je pense que même dès le début de la série, quoique la saison 1 est assez fidèle au premier tome, mais ils ont commencé à regrouper des passages. Alors je sais pas si on a d'autres exemples en tête là. Non, pas tout de suite. Ouais, parce que par exemple, pour l'exposition, c'est vrai que non, ça pas. Mais par exemple là, on a le premier exemple où un personnage disparaît et qui a été remplacé par un des personnages principaux, quoi. En tout cas, son dialogue. Donc Alistair Thorne est le premier maître d'armes de tous ces gens, et tout ce qu'ils ont appris en termes de combat a été, selon Donald Noyle, dans les ruelles de Villevieille ou de Port-Lanis. Alors, Villevieille, donc deux nouvelles villes qui apparaissent. Donc Villevieille, est-ce que tu peux nous dire où c'est à peu près, Guillaume? Alors, il me semble que c'est bien au sud. Bien au sud. Villevieille... Ah non, pas tant que ça. Oui, c'est bien au sud, c'est à l'ouest, juste avant Dorne. Ok. Et du coup, est-ce que tu te rappelles qui sont les suzerains de Villevieille? Hightower. C'est ça, les Hightower. Ok. Donc les Hightower, on en a 3, du coup, qu'on peut connaître par rapport aux livres, aux appendices. Est-ce que tu saurais me les citer ou pas? Tous, moi j'ai juste en tête Gerald Hightower qui est cité quand Bran cite à tous les gardes royaux, tous les membres de la garde royale un peu dont il s'inspire. On l'appelait Gerald Hightower le taureau blanc. Et ensuite il y a la femme de Mace Tyrell, il me semble, qui est une Hightower, dont j'ai oublié le prénom. Alors elle s'appelle Alérie. Ouais. Alors,
Aléry Hightower, en fait. Ouais. Et donc, oui, c'est la femme de Mestariel qui, on le rappelle. Et le sire de Haut-Jardin, le gouverneur du Sud, le maître de la maison Tyrell, seigneur du Bief, enfin, tout ça, quoi. Ça fait pas mal, là. Et le dernier Hightower, c'est toi qui vas me le dire. Bah, du coup, c'est le sire de Hightower. C'est Leighton Hightower. Ouais, Leighton, pardon. Leighton Hightower. Putain, j'ai un bug et tout, en fait, je sais, mais j'ai un bug, en fait. Parce que je recherchais en même temps. C'est ça. Donc, les Hightower sont des bannerets de la maison... la maison Tyrell. Et Port-Lannis, du coup. Donc Port-Lannis, c'est pas loin de Castral Rock, donc plus au nord, mais toujours dans la partie sud de Westeros, à l'ouest. Non, c'est ça, c'est juste à côté de Casterly Rock. D'ailleurs, en fait, dans le titre de Tywin Lannister, on dit que bien sûr c'est le gouverneur de l'ouest, pardon. C'est le sire de Casterly Rock, mais c'est aussi le bouclier de Port-Lannis. D'accord. En parlant de Lannister, petite aparenté, c'est vrai qu'on a parlé depuis dans les anciens chapitres de la fortune de la famille Lannister, mais est-ce que tu sais d'où elle vient? Non. Ok. Alors, si c'était dans les appendices, en fait, c'est parce qu'il existe des mines d'or à Casterly Rock et une ville qui s'appelle la Dent d'Or. En tout cas, une place qui s'appelle la Dent d'Or. C'est pour ça que en fait les Lannister sont aussi riches parce qu'en fait ils sont à proximité de mines d'or. Donc à Casterly Rock, à la Dent d'Or. La Dent d'Or, c'est un peu plus au nord de Casterly Rock et de Port-Lannis. Ok. Petit aparté. Jon s'en va ensuite et détourne son regard vers le mur. Donc on a enfin une description détaillée de celui-ci. C'est vrai que depuis le début, on parle du mur, etc., mais on sait pas trop à quoi ça ressemble. Parce que même dans le prélude, on était au-delà du mur, certes, mais bon, on parlait pas tellement du mur en soi. Alors, on sait qu'il n'y a pas de rempart ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest, car seulement l'intéressait le nord. Enfin, pardon. Donc du coup, il se trouve à Château-Noir. Et en fait, Château-Noir, c'est une forteresse qui n'a ni rempart, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest, car seulement l'intéressait le nord et les sauvageons, et les autres. Et au nord se trouvait le mur, qui fait 700 pieds de haut, nous dit-on. Et donc, vas-y Guillaume, alors je te laisse un peu parler de, que ce soit des effectifs ou des différents châteaux qui existent sur le mur. Donc, on sait qu'à l'époque, en fait, il y avait 19 forts qui étaient occupés, qui étaient chargés de surveiller tout le mur. Et en fait, il faut avoir une visualisation de comment le mur. Parce qu'en fait, il faut avoir une visualisation de comment le mur. C'est-à-dire que le mur, il est présent. Et au sud du mur, en fait, tout en bas, à l'altitude 0, quoi, et c'est là que se situent les 19 forteresses. Ouais. Et elles étaient toutes occupées à l'époque. Et aujourd'hui, il y en a plus que 3 qui sont actives. On a à l'ouest, on a Tour-Ombreuse. Bien pile au centre, on a Château-Noir. Et à l'est, on a Fort-Levant. On savait aussi qu'au niveau de l'effectif, en fait, Château-Noir servait à accueillir 5000 soldats de la garde de nuit, et qu'aujourd'hui, ils sont 10 fois moins, quoi. C'est ça. Alors, on savait déjà que les effectifs de la garde de nuit étaient en dessous de 1000 hommes. Parce que dans le chapitre de Catelyn, je crois, c'est Benjen qui avait envoyé une lettre nette disant que les effectifs de la garde de nuit étaient tombés en dessous de 1000 hommes. Et donc, à l'époque, rien qu'à Château-Noir, ils avaient 5 fois l'effectif de la garde de nuit totale, quoi. Oui, c'est ça. Parce que si on posait en compte qu'ils sont à peu près 1000 maintenant, rien qu'à Château-Noir, oui, c'était 5000. Là, on sait qu'actuellement, l'effectif a été réduit de 10 à Château-Noir, donc ils sont à peu près 500 là-bas. Et donc, il y a énormément de bâtiments qui sont totalement laissés pour abandon. Ah non, mais je sais pas s'ils sont 500 juste à Château-Noir ou ils sont 500 en comptant Non, ils sont 500, pardon, à Château-Noir, et 500 en comptant Fort-Levant et Tour-Ombreuse. Ouais. Enfin, 1000 en comptant Fort-Levant et Tour-Ombreuse. Oui. Donc, c'est-à-dire 500 à Tour-Ombreuse et Fort-Levant. Oui, c'est ce qu'on a dit.
Et donc il y a plein de bâtiments qui sont laissés à l'abandon. Et donc il y a John qui en profite pour aller dormir tout seul avec Fantôme. Ouais, c'est ça, ouais, vu que, bon, tout le monde s'en fout un peu, vu que la forteresse, elle est vide. Donc, tu peux aller dormir un peu où tu veux. Ouais. C'est pratique, ça. C'est à faire flipper aussi, hein. Ouais. Ah, ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Tyrion fait remarquer à Jon que son oncle Benjen est maintenant parti depuis fort longtemps. Jon s'en inquiète, mais ne veut pas le faire remarquer à Tyrion. Car il était parti, comme tu l'as dit dans ton résumé, à la recherche de Waymar Royce, donc comme tu l'as dit, enfin, on le rappelle, hein, dont le père est un vassal de Lord Arryn. Et en fait, les Royce, on voit qu'ils sont assez proches d'Arryn, vu qu'en fait, la première femme de Lord Arryn était une Royce. Donc on sait que Lord Arryn, il a eu 2 autres femmes avant d'avoir eu comme femme Lysa Tully. Il a eu une première femme qui était une Royce, justement, ça c'est dans les appendices, hein, qui est morte, je crois, qui est morte en couche. Alors faudrait vérifier, tu peux vérifier, Guillaume, s'il te plaît? Morte en couche. Morte en couche. Sa deuxième femme, c'était une Arryn, donc c'était sa cousine. Et en fait, Lysa Tully, donc on le rappelle, la sœur de Catelyn, est sa troisième femme. Et ça me fume parce que la deuxième, elle est morte sans enfant d'un refroidissement. Ouais. Alors, refroidissement, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Hypothermie, qu'est-ce qu'elle a fait? Il n'a pas eu trop de chance dans sa succession, Ouais. de ce qu'on comprend, hein. Parce qu'il disait que sa première femme est morte en couche, sa deuxième femme sans enfant, et sa troisième femme, on sait que l'enfant de Jon Arryn et de Lysa Tully est assez maladif, Ouais. d'après Robert. Donc sa graine ne doit pas être très vigoureuse. C'est ouais, mais c'est intéressant de savoir ça que visiblement il a eu des problèmes pour avoir un héritier. Intéressant. D'ailleurs, d'après Tyrion, beaucoup de patrouilleurs ont disparu ces derniers temps. Bon, alors du coup, on va parler de Waymar Royce, pardon. Oui, Benjen, il va pas avoir trop de chance s'il veut essayer de retrouver Waymar Royce, parce qu'on sait ce qu'il est devenu dans le prélude. Donc on sait que c'est devenu un des autres, parce que nous on a le point de vue de Will dans le prélude, et en fait quand Will est avec Waymar Royce à la fin du chapitre, il le découvre avec des yeux bleus, je crois, et je crois que il a un œil bleu et une lame plantée dans l'autre œil, et qu'il est froid. Bon bref, c'est que c'est devenu un autre, de ce qu'on peut comprendre, et que les sauvageons qui ont disparu, les patrouilleurs qui ont disparu, on sait que Will, il est mort, parce qu'il a été étranglé à la fin, je crois, du chapitre tout par Waymar Royce qui est devenu un autre, et Garrett qui a été exécuté. Ouais, qui a fui et qui a été exécuté dans le premier chapitre. Mais sûrement que là, il y a d'autres patrouilleurs qui ont disparu, donc nous, la seule disparition qu'on a, c'est par rapport aux autres. Après, ça peut être aussi les sauvageons de Mance Rider, hein, c'est aussi possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des dangers au-delà du mur. C'est sûr. Alistair Thorne les interrompt alors et informe Jon que le commandant de la garde de nuit, Jeor Mormont, désire le voir. Alors, Mormont, tu te rappelles, Guillaume, la famille Mormont? Donc, la famille Mormont, une maison vassale des Stark, avec donc qui gouverne sur l'île aux ours, et dirigée en ce moment par Meiji Mormont. D'abord malicieux, il ne lui dit pas la raison de cet appel, et Jon pense naturellement à la mort possible de son oncle. Il pense à la mort de Benjen ou de Bran? Non, de son oncle, hein. Oui, c'est ça. Pardon. D'abord malicieux, il ne lui dit pas la raison de cet appel, et Jon pense naturellement à la possible mort de son oncle. Mais Tyrion rappelle au maître d'armes son statut et ses relations, et le force à avouer que le rendez-vous a pour propos l'état du frère de Jon, ou demi-frère, Bran. On découvre alors enfin le Lord commandant de la garde de nuit, calvitie, barbe grise et accompagné d'un grand corbeau. Il lui tend la fameuse lettre venue de Winterfell. Bran allait vivre, paralysé, mais allait vivre. Donc en fait on a confirmation que maintenant que quand Bran n'a pas sorti ses jambes lors de son réveil à la fin de son chapitre, en fait c'est parce qu'il était vraiment paralysé, quoi. C'était pas quelque chose de temporaire. Oui.
Il revint alors dans la salle commune et avertit ses compagnons, baignés dans l'euphorie. Le chapitre se termine par une belle scène où Jon paraît se réconcilier avec Graine en s'excusant de lui avoir blessé le poignet et lui promet de lui enseigner une parade. Il fait alors une blague devant tout le monde en se moquant de Sir Alistair Thorne qui lui répond avec le ton d'un ennemi mortel. Grosse erreur. Grosse erreur, Snow. Ouais. Tu sens que Alistair, franchement... c'est vraiment quelqu'un qui est assez méchant dans son, tu vois, un peu sadique. Ouais. Le genre d'instructeur que t'as pas envie d'avoir, quoi. Ouais, genre méga aigri. Tu peux rien lui dire. En même temps, on sait que c'est un chevalier, et là, il a la garde de nuit. Ouais. Donc, on peut dire que forcément, je pense pas qu'il a le bon cœur. Donc, sûrement... J'ai essayé de chercher dans les appendices, son nom, il apparaît pas. Ouais, mais par exemple, tous les gens de la garde de nuit, là, sous leur nom, apparaissent pas dans les appendices. Donc, forcément, et là, on va commencer à avoir des personnages dont il faudra se souvenir, et on n'aura pas d'être des appendices maintenant. C'est là la beauté de la chose, c'est là que l'univers s'expand dans le trône de fer. Et là, c'est que le début. C'est vraiment que le début. C'est vraiment que le début. Donc, ouais. C'est pour ça que j'ai dit au début, ouais, que l'univers commence à s'étendre. Que bon, maintenant, il va falloir être investi, quoi. Pour avoir tous les personnages en tête. D'ailleurs, en fait, on a d'autres membres de la garde de nuit qui apparaissent. Là, je citais leur nom, mais comme je l'ai dit, il y a Graine, donc surnommé Lorok, Alistair Thorne, quelqu'un qui s'appelle Jeren, Todder ou le crapaud, Darion, Pip, Alder, Benjen Stark, Lord Mormont, Maestre Aemon d'ailleurs. Maestre Aemon, ouais. Qui a un nom qui rappelle quand même... ouais. Qui a une consonance un peu... un peu Targaryen, quoi. Targaryen, quoi, hein. Là, je dis ça... C'est vrai. Mais bon, comme on l'a su, il a certaines caractéristiques qui peuvent apparaître propres aux Targaryens et pourtant ne le sont pas. Typiquement, on sait que Ashara Dayne a les yeux violets, et t'avais fait la remarque que tu pensais que les yeux violets apparaissaient exclusivement chez les Targaryens. Ouais. Donc Cotter Pike, hein, donc on l'a dit, qui est le commandant de Fort-le-Vent. Et Bowen Marsh, qui fait partie de l'état-major. Donc voilà, on a terminé avec ce chapitre, le premier chapitre de Jon à la garde de nuit. Bon, ça, voilà, j'allais dire, ça a pas l'air de s'être trop mal passé, mais ça a l'air... Bon, ça a pas très très bien commencé, mais... Bon, on est sûr que ça allait mieux, mais en tout cas, la fin du chapitre a l'air optimiste. Ouais. Bon, vis-à-vis de ses camarades, par rapport à Alistair Thorne, c'est autre chose. Ouais, bon. Voilà, on espère que vous avez apprécié cet épisode. Et voilà, on vous retrouve dans le prochain pour un chapitre de Ned. De Ned. Ça marche. Bah, on verra s'il est encore sur le chemin ou s'il est arrivé à la capitale. Très bien. Bon, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien.